Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par vous faire un bref rappel historique de ce qu'est le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, puis je vous parlerai de la méthodologie autour de la création de la nouvelle exposition, c'est-à-dire comment s'est conçu au niveau du parcours la nouvelle exposition, avant de vous montrer des images de cette nouvelle exposition. Et ensuite, Patrick Raymond vous parlera plutôt du point de vue de l'architecture. Quelques mots d'abord pour rappeler. Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été fondé en 1988 à l'initiative d'un ancien délégué du CICR. En 22 ans, il a accueilli près de 2 millions de visiteurs. Pendant les dernières années avant la fermeture, nous accueillions plus de 100 000 visiteurs par an, ce qui en faisait le 3e musée de Genève et dans le top 20 des musées suisses. La moitié des visiteurs avaient entre 15 et 25 ans. C'est une donnée importante pour la façon dont nous avons réfléchi à la conception de la nouvelle exposition. En 2006, nous avons arrêté un plan stratégique sur 10 ans, 2008-2018, et parmi les 15 décisions stratégiques importantes, il y en avait 2 principales, la refonte de l'exposition permanente et la construction d'un visitor center commun avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Pour rappel, nous sommes un musée thématique, un musée d'histoire et de société, et nous ne nous considérons pas comme un musée institutionnel. C'est un autre élément important pour la suite de la conception. Nous avons commencé par réfléchir à ce que pouvaient être les grands défis qui attendent l'humanité sur les 20 prochaines années. Nous avons constaté que la plupart d'entre eux allaient concerner l'humanitaire et par le principe de l'entonnoir, nous sommes arrivés à retenir 3 thèmes, j'y reviendrai. Nous nous sommes ensuite posé des questions spécifiquement muséologique et muséographique, à savoir l'idée de la bascule, c'est-à-dire comment donne-t-on conscience aux visiteurs qu'ils ont passé du monde de la rue au monde du musée, la multiplicité des parcours. Patrick vous le montrera et vous en parlera. Le musée est une grande salle de 1800 mètres carrés, sans parois, avec beaucoup de colonnes, en revanche. Donc, comment utiliser cet open space qui peut être une chance, mais qui peut aussi être un sacré problème. Le témoignage, vous savez que c'est un élément important dans les musées d'histoire et de société aujourd'hui. C'est un des moteurs de ce type de musée. En revanche, il nous a semblé extrêmement important de lui donner une amplitude spatiale et temporelle pour que ces témoignages soient mis en évidence autrement que sous forme de télévision ou d'écran d'ordinateur. Nous souhaitions briser l'effet télévision. La place de l'histoire. Évidemment, au regard de l'histoire de formation chez l'historien de l'art, l'histoire de la Croix-Rouge est très brève, elle a 150 ans. Mais au regard de l'humanitaire, c'est la plus ancienne organisation humanitaire du monde. Et si l'on compare avec le foisonnement des autres organisations humanitaires et des ONG, qui sont pour la plupart nées avec et après Médecins sans frontières, là on parle de 35 à 40 ans. Donc on a vraiment une histoire, il nous semblait important de le montrer.
Enfin, la complexité du propos, pour ne pas être, puisque nous ne voulons pas être un musée institutionnel et ne pas devenir un musée de propagande, nous avons décidé de traiter certaines situations complexes comme il convenait de les traiter, notamment l'attitude éminemment critiquable, mais surtout critiquée, du CICR face à la non-dénonciation publique de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous avons décidé de passer de la théorie au concret et nous avons organisé 2 séminaires avec le muséologue Fabrizio Sabelli qui nous a aidés à penser en 3 dimensions. Les grandes questions muséologiques se sont alors cristallisées et nous ont permis d'aboutir à des décisions et à des principes généraux. Nous avons alors arrêté 3 espaces thématiques et c'est à ce moment qu'a surgi probablement une des idées les plus originales de notre projet. C'était tout d'abord de confier ces 3 espaces thématiques à 3 architectes différents et puis dans un second temps à 3 architectes provenant d'horizons culturels différents. Nous avons à ce moment-là créé une modélisation SketchUp, c'est un logiciel libre que l'on trouve sur Internet, pour voir ce qui tenait le coup en 3 dimensions. C'est un des défis majeurs pour des musées du type du nôtre, de rendre le propos en 3 dimensions. Les grands panneaux dans les expositions, c'est extrêmement ennuyeux. En plus, on n'a jamais rien inventé de mieux que le fauteuil pour lire. Certains pourront dire le lit, mais enfin voilà, c'est des questions de goût personnel. En revanche, on sait aussi scientifiquement qu'au bout d'un certain nombre de signes que vous lisez debout, vous n'enregistrez plus ce que vous lisez. Donc, à partir de là, il y a toute une série de thèmes qui sont sortis de notre propos parce qu'on s'est dit c'est extrêmement intéressant de parler de cela, mais on ne peut pas en parler en 3 dimensions. Donc, il faut laisser tomber. Ça a été une étape assez difficile, je dois dire, par rapport à l'ensemble de l'équipe, parce que c'est le moment où on doit abandonner des idées auxquelles on tenait beaucoup. Et puis, ce qui est assez amusant, c'est qu'une fois que tout est fait, que tout est fini, nous serions tous probablement bien normal de vous dire quelles sont les idées que nous avons abandonnées. Donc, en d'autres termes, nous avons retenu ce qui était muséographiable, si j'ose dire, et ce qui ne l'était pas. Une des questions fondamentales qui nous a accompagnés tout au long du travail a été la suivante. À l'heure d'Internet, qu'est-ce qu'un musée d'histoire et de société peut apporter comme spécificité ? Si vous voulez aujourd'hui une information sur l'humanitaire, vous allez sur le net, en 3 clics, vous avez des choses extrêmement complètes et bien faites. Donc, qu'est-ce qu'un lieu comme le nôtre, qui est un lieu de connaissance et de réflexion qui aide à comprendre le monde, comment peut-il le faire avec son langage propre ? J'y reviendrai aussi par la suite. Nous avons à ce moment-là rédigé la brochure « Concours d'idées scénographiques sur invitation » qui donnait un scénario très précis de la nouvelle exposition. Nous avions décidé de choisir 3 architectes, je vous l'ai dit, d'horizons culturels différents. Il nous semblait absolument indispensable que des Suisses soient dans le coup. Donc nous avons choisi un bureau suisse, Atelier Oeil en l'occurrence, dont Patrick Raymond est un des 3 associés, pour, d'une part, coordonner le master plan et le travail des 3 architectes internationaux et, d'autre part, réaliser les espaces communs de la boutique, l'entrée, la circulation, l'espace de rencontre, etc. Et avec l'aide de Lord Cultural Resources, nous avons invité 9 architectes à un concours international avec la question, évidemment,
qui se posait pour nous, c'est est-ce que ça va marcher? Alors, pour ce faire, nous leur avons demandé à tous de dessiner l'entier des 3 thèmes. Et c'est nous qui avons pu choisir ainsi, Hoy faisait partie du jury, c'est nous qui avons pu les choisir en se disant, bon ben lui, il serait très bien pour ce thème, lui plutôt pour celui-ci et lui plutôt pour celui-là. Ainsi, les 3 architectes retenus ont été Gringo Cardia du Brésil pour dessiner le thème « Défendre la dignité humaine ». Diébedo Francis Kéré du Burkina Faso a été choisi pour reconstruire le lien familial et Shigeru Ban du Japon pour limiter les risques naturels. Atelier Hoy a établi le master plan. Nous avons organisé un séminaire avec un consultant spécialiste de muséographie, mais surtout de circulation des personnes, Laurent Marcard. La nouvelle répartition des espaces ainsi que les parcours ont été étudiés de manière très approfondie. Et là, de façon d'anecdote, on a étudié ça d'une manière extrêmement approfondie et puis on pense à tout, sauf à ce à quoi les visiteurs penseront, eux, quand ils seront là, et que, par exemple, quand il y a un grand couloir et un immense espace au fond, nous n'avions pas jugé bon de mettre une flèche, et en fait, les visiteurs n'allaient pas dans cet espace du fond, alors qu'on voyait un escalier. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que pour les gens, une fois que la visite était terminée, bien, au fond, on ressort par où on est venu. Problème, c'est que quand ils arrivaient au sommet de l'escalier, les guichets ne s'ouvrent pas dans l'autre sens. Et donc, on a dû, d'urgence, alors là, vous imaginez, j'ai dû prendre sur moi de vivre une dizaine de jours avec des feuilles A4 scotchées sur une magnifique architecture qui avait coûté 20 millions pour que les gens se perdent pas dans l'ensemble du lieu. Maintenant, c'est des belles flèches sur des beaux panneaux. Les gens ne se perdent plus. Dès mai 2010, a eu lieu le travail d'adaptation des projets. Le musée et puis le chiffrage final. Le musée a fermé ses portes le 30 juin 2011 et après 22 mois de travaux a rouvert le 18 mai dernier. Je vais maintenant vous entrer un peu plus en matière sur la façon dont nous avons travaillé en vous parlant d'abord de principes généraux, puis des concepts muséologiques. Alors, le concept du projet, nous avons choisi, je vous l'ai déjà dit, un musée thématique, 3 thèmes contre l'exposition précédente qui était une exposition chronologique. Il nous a semblé que nous devions établir une réflexion sur l'action humanitaire contemporaine éclairée par l'histoire. Ça nous semblait plus juste de ne pas... On s'est rendu compte que si on part de 1863 jusqu'à aujourd'hui, au fond, quand on arrive à aujourd'hui, dans l'esprit du visiteur, c'est un peu... Il est fatigué, et puis on donne l'esprit d'une vieille chose qui se tire dans le temps. Alors qu'en entrant en matière avec le contemporain, ça sont les principes. Vous verrez qu'en réalité, c'est en fait plus nuancé. Mais sur les principes, c'était partir de l'action contemporaine avec cet éclairage historique. Il y a eu un petit souci là. Nous avons décidé de nous adresser à tous les publics. Vous savez que ça, je ne sais pas qui est dans la salle, quels sont vos parcours individuels, s'il y a des muséologues, s'il y a des architectes, mais une des grandes tartes à la crème des concepts des nouveaux musées, c'est-à-dire à quel public s'adresse-t-on ? Alors, nous avons réfléchi évidemment à cette question en professionnels bien obéissants, et puis nous nous sommes rendus compte que nous, dans notre musée, nous nous adressions à tous les publics, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des
touristes qui viennent visiter Genève et pour lesquels, quand ils lisent la liste des musées, ils voient musée Croix-Rouge, le concept Croix-Rouge humanitaire né à Genève, Genève, capitale de l'humanitaire, avec l'ONU, le HCR, le Conseil des droits de l'homme, etc., etc. C'est un concept qui, pour les touristes, appartient à Genève. Donc ils se disent, une spécificité genevoise, on va y aller. Donc on a des gens véritablement du monde entier, selon nos statistiques, qui visitent le musée. Et puis il y a aussi les classes, genevoises évidemment, mais aussi des classes de Suisse alémanique, des classes de France voisine, des classes d'Italie. Il y a des gens qui reviennent parce que le sujet les a intéressés. Donc finalement, nous nous sommes dit, nous devons nous adresser à tous les publics. En revanche, certains lieux du musée peuvent probablement s'adresser en priorité à certains types de publics. Là aussi, j'y reviendrai en images. Élément très important, nous avons souhaité que la nouvelle exposition ait une dimension d'espoir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, cela? C'est que l'ancienne exposition, les gens souvent la trouvaient très bien, mais nous disaient « Ah, il est bien votre musée, mais qu'est-ce qu'il est triste !» Et nous trouvions que ça n'était, au fond, que le but n'était pas atteint. Parce que le geste humanitaire, c'est pas quelque chose de triste en soi. Ce qui est triste, c'est le contexte dans lequel il se passe. Ce qui est problématique, c'est le contexte général. Mais le geste lui-même est un geste qui rend de l'espoir. Si je prends un exemple extrêmement contemporain, aujourd'hui, aller soigner en Syrie des gens qui ont été attaqués chimiquement, c'est pas ça qui est triste. Ça, c'est formidable de pouvoir le faire, quand on peut le faire. Ce qui est inacceptable, c'est le fait d'avoir gazé les populations. Vous voyez la différence. Et donc, c'est une chose de montrer le contexte et c'est une autre de faire passer le message qu'il y a une action. C'est un domaine assez compliqué. Nous avons souhaité donner, sous l'impulsion de Fabrizio Sabelli, qui a un grand passé marxiste, nous avons souhaité que le parcours soit une aventure d'initiation. C'est comme ça que nous l'avons conçu, avec donc différentes étapes. Nous voulions que les publics vivent une expérience, soient impliqués émotionnellement, puis intellectuellement. Ces deux étapes, l'émotion, il nous a semblé, quand je vous disais tout à l'heure, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qu'un musée d'art et de société à l'heure d'Internet peut apporter comme spécificité. Il nous a semblé que l'émotion en était une. Il y en a d'autres, c'en était une. En revanche, lorsque nous travaillons avec nos débriefeurs pour préparer les visites et ces choses-là, une de nos débriefeuses nous a donné cette très jolie formule: l'émotion, c'est comme l'eau, un peu il en faut, trop on se noie. Donc nous avons décidé de séparer les étapes d'émotion des étapes d'information pour ne pas tout mélanger et que tout se mélange dans la tête du visiteur. Enfin, nous avons espéré que les visiteurs sortent transformés par quelques messages forts. C'est aussi très important ça veut dire que nous avons réduit l'ensemble des messages que nous transmettons à des éléments extrêmement forts, en espérant que le visiteur, quand il par transformé on entend, c'est qu'il garde en mémoire une à deux choses, mais très longtemps. Nous nous sommes arrêtés à 3 types d'expositions. Donc là, je jargonne un peu, mais c'est quand même important pour qu'on se comprenne. L'exposition de référence, en jargon, c'est ce que le grand public appelle l'exposition permanente, la mal nommée, puisque notre dernière exposition permanente, elle a vécu 22 ans, elle a entièrement disparu, donc en matière de permanence, on peut faire mieux. Donc en fait, l'exposition de base qui reste
et qui est le principe de base d'un musée comme le nôtre, on l'appelle plutôt l'exposition de référence. Les expositions de synthèse qui font le point sur un thème, ce qu'on appelle aussi parfois les expositions temporaires, et puis le focus d'actualité, c'est une pièce dans laquelle nous traitons vraiment de ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain. L'articulation des espaces, donc là j'entre déjà plus dans la construction architecturale. Au rez-de-chaussée de 1000 m², nous avons les services, billetterie, boutique, vestiaire, etc., l'espace pour le focus et l'espace pour les activités pédagogiques. C'était important pour nous d'avoir un espace, 150 m², dans lequel on l'a appelé pédagogique, c'est plutôt espace de rencontre maintenant, parce qu'il n'y a pas que des classes qui s'y trouvent, on peut aussi organiser des rencontres d'adultes avec des délégués, etc. Et puis au sous-sol, il y a l'exposition de référence de 1800 m² et les expositions de synthèse de 500 m². Le parcours. J'en viens donc maintenant, pardonnez-moi, je l'ai oublié de le dire, j'en viens maintenant aux concepts muséologiques eux-mêmes. Le parcours, nous avons donc choisi d'avoir des espaces thématiques indépendants, comme je vous l'ai dit. Au niveau de la narration, nous avons choisi un message principal à deux niveaux, un choc visuel et émotionnel et des informations générales, ce qui, au niveau architectural, nous a amené à deux étapes visuellement distinctes. Une première étape intuitive et émotionnelle, et une deuxième étape informative et éducative. La place de l'histoire, je l'ai déjà dit, un éclairage historique dans chaque espace thématique, et puis une chronologie générale qui, de 1863 à 2010, survole l'ensemble des événements de conflits, de catastrophes, d'épidémies qui nécessitent une action humanitaire. C'est une chose qui existait déjà, nous avons ajouté, et en troisième élément, il y avait les événements Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Nous avons ajouté un quatrième élément qui s'appelle « Et pendant ce temps-là », chaque année, nous avons ajouté des éléments plutôt positifs, c'est-à-dire des créateurs, des artistes, des gens qui écrivent, des savants qui inventent des choses. Enfin voilà, montrer que les gens ne font pas que de se taper sur la figure et de recevoir le ciel sur la tête. La scénographie, je vous l'ai dit, plusieurs concepteurs venant d'horizons culturels différents. Et pour les éléments d'exposition, ça c'est la grande chance d'une exposition, c'est de pouvoir convoquer tous les médias, donc utiliser tout type de médias. Nous avons décidé de montrer des pièces authentiques et surprenantes, ce qui dans un musée comme le nôtre ne va pas forcément de soi. Et puis des œuvres d'art, nous en avons tout au long du parcours. Donc je résume, humanitaire contemporain, jalon historique, dimension d'espoir, au niveau du concept, ce qui, au niveau de l'architecture, a donné des espaces thématiques indépendants, de l'émotion puis de la réflexion et plusieurs scénographes. Nous allons maintenant parcourir cette nouvelle exposition. Voilà le site tel qu'il se présente dans ce que l'on appelle à Genève le quartier des nations, c'est-à-dire où sont concentrées la plupart des organisations internationales. Exactement en face de l'autobus, vous avez l'entrée du siège européen de l'ONU. Juste derrière, il y a l'Organisation mondiale de la santé. Juste à côté, le Bureau international du travail, etc. J'en passe. Il y en a plus de 20. Vous ne voyez absolument pas le musée, puisque c'est un musée souterrain. Le grand bâtiment que vous voyez sur la colline ici est le siège principal, le premier bâtiment, en fait il y a 8 bâtiments derrière, du Comité international de la Croix-Rouge, le bâtiment ancien. On entre
dans le musée par cette tranchée, et ce que vous voyez ici et ici, c'est le nouveau bâtiment que nous avons construit en parallèle de la nouvelle exposition dont je ne vais absolument pas vous parler aujourd'hui, mais il y a ici les nouveaux bureaux du musée, ici le centre de conférence que nous partageons avec le CICR, c'est un auditorium modulable jusqu'à 200 places, et dessous, la nouvelle salle d'exposition temporaire de 500 mètres carrés, et ici, un restaurant. Le nouveau bâtiment est, lui, l'œuvre de Groupe 8, Bureau Genevois. Ainsi, la boucle symbolique de l'architecture était bouclée. Un bureau genevois, un bureau suisse, 3 bureaux internationaux. Très rapidement, vous voyez le nouveau bâtiment ici, comme je vous l'ai indiqué, et le restaurant avec cette forme très particulière sur le toit, puisqu'il en sert un cèdre. Je passe sur le restaurant qui a que peu d'intérêt. Les plans aussi, ça c'est l'étage, donc le bâtiment qu'on appelle maintenant le bâtiment historique, le bâtiment inauguré en 1988, et puis le nouveau bâtiment ici avec l'étage des bureaux, ici avec l'étage des salles de conférence, et ici la nouvelle exposition avec la salle d'exposition temporaire. La nouvelle exposition, je vous montre quand même rapidement la façon dont elle est distribué. Ici, l'escalier qui amène du rez-de-chaussée à l'étage inférieur. Ici, c'est défendre la dignité humaine. Ici, c'est reconstruire le lien familial. Et ici, c'est limiter les risques naturels. Le travail d'Atelier Hoy, qui a créé ici, entre autres, la nouvelle réception, et vous voyez derrière la nouvelle boutique, s'inscrit dans un bâtiment qui est entièrement en béton, construit par un des spécialistes suisses du béton des années 60 à 80, Pierre Zolli. Et le parti pris de Hoy a été de créer quelque chose d'opposé au minéral du bâtiment, le végétal contemporain du bois. Et c'est ce langage en bois que l'on va retrouver tout au long du parcours. Alors, la première pièce dans laquelle on entre au rez-de-chaussée, c'est symboliquement, donc c'est la bascule, c'est le moment où le visiteur se dit, comprend qu'il n'est plus dans le monde de la rue, qu'il est entré dans le monde de l'exposition et du musée. Ce sont 12 témoins en projection vidéo, grandeur nature, qui l'attendent en quelque sorte avec une musique de fond. Ces gens donc se tiennent droit mais bougent, ferment les yeux, respirent, enfin on les voit vivre. C'est un moment un peu étrange pour le visiteur. Il ne sait pas très bien où il est, il ne sait pas du tout qui sont ces gens. Il voit juste qu'il y a des jeunes, des vieux, des gens de toute ethnie, habillés de façon très différente, mais on ne sait pas qui sont ces gens. Nous avons pris ce pari de tenir le coup dans la mesure où, vous l'avez bien compris, la réponse va venir à un moment en visitant l'exposition. On descend l'escalier et on arrive, c'est une vue très grand angulaire évidemment, vous l'aurez compris, on arrive devant les 3 espaces, devant l'entrée des 3 espaces, défendre la dignité humaine, reconstruire le lien familial et limiter les risques naturels. Et on perçoit d'emblée les 3 matériaux différents des 3 architectes, le placo-plâtre peint de Gringo Cardia, le béton de chanvre qui est une adaptation européenne du pisé et le carton de Shigeru Ban. Entrons maintenant dans les espaces. Je passe peut-être relativement rapidement là-dessus. Donc défendre la dignité humaine, Gringo Cardia. Le premier espace un peu
qui est plutôt l'espace émotionnel. On voit Henri Dunant à sa table de travail. C'est une œuvre du sculpteur américain George Segal et sous lui défilent des extraits de son livre Un souvenir de Solferino qui est à la base de la création de la Croix-Rouge. Ensuite, on arrive dans une pièce où l'on voit où l'idée que l'on veut transmettre, c'est que la construction de la dignité humaine est un long processus à travers l'histoire, en partant du Code d'Hammurabi en 1750 avant Jésus-Christ et en faisant tout le tour de la salle jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en passant par l'original de la première convention de Genève, on montre que la défense de la dignité humaine s'est construite à travers l'histoire, dans toutes les cultures, et que ces avancées ont aussi connu de terribles reculs. C'est ce que l'on voit sous cet immense pied. On voit défiler des images, esclavage, colonialisme, bombe atomique, Shoah, viol comme arme de guerre, enfants soldats, mines antipersonnelles, etc. Ensuite, une salle un peu plus théorique où l'on voit les instruments de la protection, mais où l'on thématise là aussi, c'est là que l'on thématise sur l'échec moral de la Deuxième Guerre mondiale, avant d'arriver dans cette pièce et dans ces petites vitrines. Ce que vous voyez, ce sont des objets de prisonniers. Les prisonniers confectionnent ça dans les prisons et ils les offrent en général aux délégués de la Croix-Rouge qui les visitent. Visiter les prisons, cela veut dire enregistrer les prisonniers sur des listes et à partir du moment où les prisonniers sont enregistrés sur des listes, évidemment, il est quasi impossible pour les États ou les autorités détentrices, comme on dit, de les faire disparaître. Dans son livre « Un long chemin vers la liberté », Nelson Mandela dit par exemple « Le plus important, c'est pas ce que la Croix-Rouge a fait pour nous, c'est ce qu'elle a empêché que l'on nous fasse. » Ici, ce qui est très réussi dans la scénographie de Gringo Cardia, c'est que chaque objet est dans une petite boîte, donc qui, au fond, reprend symboliquement l'idée de la détention, et surtout que chaque objet, il a évité l'effet vitrine, mais chaque objet qui est produit par un contexte différent, dans un contexte différent, est symbolisé de cette façon. Ces objets ont une triple force symbolique. Bon, d'abord, comme le dit une détenue libanaise qui a réalisé un petit pendentif que l'on voit dans une vitrine, créer est un moment de liberté et un moment de dignité. Le moment où le détenu peut offrir au délégué qui lui a offert la protection, en quelque sorte, peut lui offrir quelque chose dans l'idée du don contre don. C'est évidemment aussi un moment d'égalité. Et puis, bien symboliquement, c'est une partie de soi qui sort de la prison. On arrive ici à la fin de cet espace avec la chambre des témoins. Alors, ici, on a l'explication de qui étaient ces 12 personnes, enfin, partiellement, qui étaient ces 12 personnes qui nous ont accueillis dans la première salle. Ce sont des gens qui, liés à ces thèmes, ont un parcours de vie intéressant pour notre thématique. Ils sont projetés grandeur nature eux aussi. Et vous devez faire quelque chose pour déclencher le témoignage. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de façon continue, en boucle, dans le musée. Vous devez faire quelque chose pour les faire parler. Là, en l'occurrence, ils attendent avec la main levée. Et quand vous arrivez, vous devez mettre la main sur la main du témoin. Et c'est ce qui déclenche le témoignage, soit de Carla Del Ponte, qui parle de la nécessaire fin de l'impunité pour les grands criminels de guerre avec la Cour pénale internationale, de Najmuddin qui a sauté sur des mines antipersonnelles à 19 ans et qui a des jambes, des prothèses et qui est maintenant directeur du centre orthopédique de Kaboul, de Emmanuel Jal qui est un ancien, il est là Emmanuel, ça c'est Najmuddin, ça c'est Del Ponte, donc Emmanuel Jal, ancien enfant soldat du Soudan, qui est maintenant rappeur à Londres, et
Adriana Valencia, qui est une réfugiée économique qui est entrée illégalement en Suisse et qui maintenant a été légalisée. Reconstruire le lien familial par Diébedo Francis Kéré du Burkina Faso. Ici, l'étape émotionnelle est un rideau de chaîne à travers lequel vous devez cheminer. Donc, les chaînes sont très serrées et quand vous êtes avec d'autres personnes, vous devez vous occuper de vous pour passer à travers ces chaînes. Donc, symboliquement, vous vivez une séparation des personnes avec lesquelles vous êtes et à la fin de ce parcours, vous vous retrouvez dans le fichier des prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale. C'est une des pièces maîtresses du musée, inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 2007. 6 millions de fiches manuscrites qui parlent du sort de 2 millions de prisonniers. C'est une des actions majeures du mouvement. Relier les gens est une dimension majeure du mouvement. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un des éléments originaux de cette nouvelle exposition qui est dans la démarche. Je vous disais tout à l'heure, nous sommes demandé ce que nous pouvions faire d'original dans une expo de ce type. Eh bien, entre autres, c'est présenter une expérience tactile aux visiteurs. Nous avons fait établir des facsimilés des fiches, des registres, enfin de tous ces éléments du fichier de la Première Guerre mondiale, et les visiteurs peuvent suivre le parcours d'un prisonnier du moment où il est enregistré dans les registres où des fiches sont établies à Genève, des fiches prisonniers, les fiches famille, et puis c'est la rencontre de ces deux fiches dans les boîtiers qui permet de donner les informations. Et les parcours individuels sont expliqués de façon très précise et on peut littéralement prendre en main le destin des personnes. Ce que vous voyez derrière, c'est une très grande paroi avec des photos d'enfants du Rwanda qui, après le génocide et fuyant dans cet exode qui fuyait cette effroyable boucherie, des enfants ont perdu leurs parents et ont été, grâce au système du phototracing, ont pu être rétablis dans leurs liens. Ici, c'est un élément un peu mémorial à Srebrenica. Dans la tour, en fait, cette construction-là monte sur 2 niveaux. Donc, par rapport le sommet de la tour arrive au plafond du rez-de-chaussée et non pas du niveau inférieur. Donc, elle est très haute. Elle est dégagée devant aussi. Et à l'intérieur, on est dans une espèce de tour véritablement en béton de chanvre qui est ce matériau proche de la terre qui évoque dans l'esprit de Francis Kéré la case unité de base de l'habitat qui est celle de la famille, unité de base de la société. Donc, à l'intérieur, ce mémorial à Srebrenica, sur ce grand tissu de 10 mètres de long, les femmes de Srebrenica ont écrit les noms de leur père, de leur mari, de leurs fils disparus pour demander des nouvelles. Et comme vous le savez, dans ce cas-là, la réponse en général était la mort, ce que nous évoquons avec ces photos au sol qui sont des objets trouvés dans les fosses communes de Bosnie-Herzégovine et qui ont permis aux familles, en reconnaissant les effets personnels des membres de leur famille, de pouvoir avoir la certitude du décès. Cette certitude du décès sur laquelle les organisations humanitaires travaillent maintenant de plus en plus, sachant que la pire des choses est l'incertitude, et aussi triste que soit la nouvelle de la mort, au moins c'est une nouvelle qui permet ainsi de se reconstruire par la suite. Donner des nouvelles, ça peut être des messages, des documents écrits, c'est une grosse partie du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d'autres ONG aussi. Là aussi, ces messages sous forme de facsimilés, on peut les prendre dans la main pour les lire. Dans la tour, dans la dernière chambre des témoins de cet espace de Francis Kéré,
les témoins sont en pied. C'est quand vous vous asseyez sur le banc que leur témoignage se déclenche. Et là, on a devant nous le docteur Suzuki, qui est un dentiste japonais qui a aidé à l'identification des cadavres après le tsunami grâce à la dentition. Il y a Liliose qui est une ex-enfant du Rwanda, si j'ose dire. C'est une des petites filles photographiées et qui est maintenant une adulte et qui nous dit en quoi retrouver sa famille, comment s'est passé le génocide et en quoi retrouver sa famille était une démarche importante. Vous ne le voyez pas, mais ici, il y a Sami El Hadj, qui est un ancien détenu de Guantanamo, où il est resté 6 ans sans jugement. Vous connaissez l'histoire de Guantanamo. Et puis, je vous ai parlé de cette dimension d'espoir, particulièrement dans cet espace où l'on doit pouvoir surmonter une situation extrêmement difficile selon la théorie de la résilience développée entre autres par Boris Cyrulnik, que vous voyez ici, qui est le 4e témoin de cette chambre. Dernier espace, limiter les risques naturels de Shigeru Ban, qui est quelques jours par mois notre voisin en l'occurrence. Ici, l'étape sensorielle est un jeu interactif. Alors voilà, typiquement, le fait, ce que je vous disais, on s'adresse à tous les publics, mais il y a des éléments qui s'adressent plutôt à certains publics que d'autres. Là, on voit très bien, les jeunes ont immédiatement la compréhension et l'intuition pour jouer à ce jeu, alors que les adultes sont beaucoup plus en réserve. En résumé, vous avez 5 minutes pour organiser une prévention avant qu'arrive un ouragan sur une île, tout ça en touchant une table tactile. C'est très ludique, mais en même temps, ce sont des réalités. Simplement, dans la réalité, elles ne se passent pas dans le même temps des 5 minutes du jeu, mais ce sont des éléments tout à fait réels. Nous montrons ici des éléments de notre collection d'affiches, de nos collections de films que nous avons fait monter par un atelier développé par la Haute École d'art et de design de Genève sous la direction des Djanikian. Vous reconnaissez ici le carton, la marque de fabrique de Shigeru Ban, et dans cet espace, à part les mobiliers, il n'y a absolument aucun angle droit. La prévention, ça n'est pas quelque chose de facile à montrer, c'est même, comme on dit entre nous, ça n'est vraiment pas sexy à montrer dans un musée. Donc nous avons fait appel à l'artiste français Pierrick Sorin pour réaliser 3 petits théâtres optiques dans lesquels on voit, selon le principe, si vous connaissez son travail, c'est toujours lui qui se met en scène plusieurs fois, qui se répète et qui montre. On voit ici le making-of du cyclone. Il y en a 3, tsunami, cyclone et latrine. Et puis là, la chambre des témoins qui n'est pas fermée, mais qui est prise dans l'exposition avec une directrice d'un orphelinat qui a organisé de l'adduction d'eau pour donner de la bonne eau de l'eau potable à ses enfants au Kenya, un volontaire du Croissant-Rouge du Bangladesh qui organise les évacuations de civils en cas d'inondation, une chinoise de Genève qui nous parle du travail que l'on fait aux Sichuan pour apprendre aux enfants à comment réagir lors d'un tremblement de terre, et enfin une experte du climat qui travaille pour le mouvement à La Haye en essayant d'apprendre aux populations comment évoluer face au climate change. Enfin, vous reconnaissez ici Patrick Raymond, un des 3 membres d'Atelier OI qui ont conçu les espaces communs. Entre autres, le focus d'actualité où l'on voit sur cette map monde géante défiler les lieux où le CICR est actif aujourd'hui, et puis sur les écrans des liens Internet là qui nous relient avec les activités du terrain.
Alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure, comment se démarquer d'Internet, etc. Donc là, on a décidé qu'on ne se démarquait pas d'Internet, qu'on n'avait, nous, pas juste les moyens d'être tout le temps up-to-date de ce qui se fait sur le terrain, et donc on avait meilleur temps ici. Si quelqu'un vraiment s'intéresse à ça, à savoir spécifiquement qu'est-ce qui se fait en Syrie aujourd'hui, de pouvoir interroger ça sur le net. Vous avez ici à droite une des parois d'Atelier Oeil. Je pense que Patrick y reviendra, donc je passe peut-être un peu rapidement. Voici une vue de synthèse, parce qu'elle va s'ouvrir dans quelques semaines, de la nouvelle salle d'exposition temporaire qui a aussi été conçue par Atelier Oeil, de même que la boutique. Alors, je vous laisse faire peut-être le petit, en guise de conclusion, le teaser de présentation. Para enviar mensajes de fortaleza. Dire ni nono, onge gima nyithindo nyalo chamo. উপজেলা টিম লিডার বোলা সদরে Il a donc bien fallu inventer un nouveau concept. So they have more time to protect themselves and their livelihoods. Bien, ça va être mon tour maintenant. On finit juste par le titre en fait du musée, l'aventure humanitaire. Et moi, ce que j'aimerais vous expliquer en fait, c'est un peu notre rôle, quel a été notre rôle dans ce projet. Et avant tout, comment je pense d'expliquer que le travail d'une exposition, c'est justement une aventure humaine avant toute chose. C'est-à-dire que quand on travaille sur un projet d'exposition, quand on travaille sur un projet pluridisciplinaire, quand on travaille sur une thématique qui est complexe, quand on travaille avec beaucoup d'intervenants différents, avec des intervenants de cultures différentes, avec des scénographes en plus de cultures différentes, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail qui demande une chimie et puis une écoute. C'est-à-dire, il faut savoir, enfin nous on prend souvent ça, bon, là je montre quand même, il y aura quelques images quand même pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, en fait, qui on est, comment on travaille, parce que je pense que on a géré en fait ce projet de la même manière qu'on travaille sur tous les projets, c'est-à-dire à la fois un travail d'équipe, un travail où on doit apprendre à écouter l'autre, où on doit savoir, on prend souvent ça nous comme phrase, on doit savoir apprendre de l'autre et savoir des fois désapprendre ce qu'on croit savoir trop bien faire. Parce qu'en fait, quand on construit une exposition, quand on fait avancer un projet, on doit savoir le faire évoluer aussi. Tous les projets d'exposition auxquels on a participé, on s'est rendu compte que même si les choses sont définies très précisément, à un moment donné, avec le travail des scénographes, avec le travail du musée sur le contenu, c'est en fait un travail vraiment une réaction en chaîne, disons, qui se construit. Disons, c'est vraiment un travail organique, un travail d'équipe. C'est pour ça que c'est assez fondamental le travail d'équipe, de pouvoir tester les choses, l'échange. Avec le directeur, avec Roger Mailloux, on a passé, je ne sais pas combien, plus d'une année, 1 année et demie, où pratiquement toutes les semaines on se voyait. Et moi, je passais une journée. En gros, ça faisait une journée, et on parlait de tous les aspects du projet. Et surtout quand on doit gérer en fait 3 scénographes. Il y avait encore la complexité du projet à côté, disons, du projet architectural, mais quand on doit gérer 3 scénographes, on doit se mettre aussi un peu dans leur peau, on est là à leur service, on est au service du projet. Donc d'une certaine manière, on doit jouer différents rôles. Pour ça, peut-être cette première image, c'est une image de notre bureau. Pour nous, ce qui est important, c'est le résultat, c'est les projets, donc on est caché derrière les images des projets. Mais c'est aussi un peu comme quand on fait de la musique, comme quand on joue dans un groupe, il faut savoir à un moment donné, des fois, pour le projet, quand on doit jouer des fois le premier volant, mais des fois aussi, on doit aussi savoir se taire ou rien faire. Dans un projet comme ça,
quand on travaille en équipe, c'est important. Disons, c'est important de pouvoir intervenir quand il faut, mais aussi de savoir ne pas intervenir. Et puis des fois, surtout, et nous, c'est ce qu'on aime dans ces projets, ce qu'on a aimé dans celui-là, c'est qu'on apprend. On apprend beaucoup et on a appris beaucoup dans ce projet. On a appris beaucoup des gens qu'on a rencontrés. Je vous montre une image parce que pour nous, c'est clair, l'équipe, c'est quelque chose de fondamental dans le travail. Et puis, l'équipe, on l'a rencontré aussi dans ce projet. Il y a à la fois un projet pluridisciplinaire et un projet vaste avec tous les intervenants. Juste quelques images rapides, disons, où on se situe. On est dans un petit village à La Neuville, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années. Un ancien motel des années 60, on l'a transformé pour faire notre bureau. Et on l'a vraiment transformé. Pour nous, on verrait, disons, le travail, la matière est quelque chose de très important. À la fois, il y a la matière, on veut toucher les choses, on veut pouvoir les sentir avant de pouvoir dessiner, et puis on veut pouvoir les tester. Donc pour nous, c'est un grand espace qu'on voit tout à gauche de l'image, qui est un espace où on peut vraiment tester les choses de manière 1-1. Et d'une certaine manière, c'est un peu notre théâtre, parce que c'est pour ça que tout est mis en scène, c'est-à-dire mais mis en scène pour nous, c'est-à-dire que c'est nous les spectateurs. C'est-à-dire que pour nous, à la fois, chaque projet est lié à une matière, est lié à un contexte, mais surtout lié à une histoire qu'on raconte. Et quelques images, disons, de matériothèque, disons, comment la matière est présente. On travaille avec les mains, disons, dans le bureau. Ça donne des ingrédients, un peu comme quand on cuisine. Que chaque fois, il y a une histoire qu'on veut raconter, puis cette histoire qu'on raconte, elle amène un peu une thématique de la danse qui amène à faire ces danseuses. Je vous montrerai tout à l'heure un petit film, mais on ne va pas perdre trop de temps, disons, pour essayer d'avancer un peu plus vite. Et puis, les matériaux, c'est-à-dire qu'à la fois, on doit partager en groupe les choses, c'est-à-dire qu'à la fois de ces expériences, quand on découvre quelque chose, on découvre plein d'éléments, plein d'ingrédients qui vont servir les projets. Et chez nous, souvent, dans les projets, il y a une espèce de réaction en chaîne, c'est-à-dire que, comme un cuisinier qui prépare une sauce, il trouve une préparation de sauce, il trouve 2-3 ingrédients, ces 2-3 ingrédients, il ne sait pas encore très bien ce qu'il va faire, mais au moment donné d'une invitation, d'une rencontre avec des gens, il va commencer à définir un scénario, à définir un thème, puis il va commencer à associer les choses, à rajouter, à changer d'échelle, à changer de matière, ce qui nous amène, avec ce procédé, à avoir tout d'un coup des fois des réactions en chaîne à travers les projets et à travers les échelles. Donc la matière, elle est présente, et la matière, après, et le processus, disons, à la fois entre la matière et de raconter une histoire, une thématique, et de réagir à un contexte, c'est de cette manière-là qu'on intervient sur différents projets, différentes échelles. Depuis l'objet, comme on l'a vu ici pour BNB, l'architecture, une scénographie qui est devenue après un luminaire, une série autour du voyage, d'objets pour Louis Vuitton, même pour le chocolat, ou pour un immeuble, ou pour travailler ou typiquement de pouvoir profiter du savoir-faire d'un artisan pour apprendre et pour développer une collection de luminaires pour Venini. Encore des images de flacons de Bulgarie, et puis une boutique qu'on a fait pour Pringle. Et puis pour finir, une scénographie, comme quelque chose de très éphémère, où on crée un espace en faisant voler des ballons d'hélium pour une soirée. Donc, juste pour vous montrer un peu en 2 mots, un peu sur quel type de projet, mais aussi sur des projets un peu qui vont dans des échelles très, très variées. Je pense pour ce projet-là, en tout cas, ça a été quelque chose où on s'est vraiment senti à l'aise, disons, pour faire ce travail, et disons surtout très motivé, parce qu'à la fois, il y avait quelque chose qui était, comme l'a expliqué Roger Mailloux tout à l'heure, ce qui n'est pas toujours le cas, en fait, dans des projets d'exposition où on a travaillé dans des musées, où on pourrait dire le contenu est préparé, le scénario est déjà défini d'une manière assez précise, le contenu est déjà comment sélectionner, on a quelque chose, une base qui est solide. On n'a pas toujours ça en fait dans les projets, et là c'était une chance parce qu'avec la complexité de travailler à plusieurs sur le projet, c'était important qu'il y ait vraiment des bases solides. On voit l'espace vide du musée, donc une architecture forte, architecture de Pierre Zoli, le béton omniprésent, cette structure porteuse, toute la technique apparente. C'était quelque chose de relativement fort, disons, aussi même quand on a vu les projets, vous verrez quelques images, disons, des projets des 3 scénographes du concours,
qui intervenaient dans tout l'espace, c'est qu'à la fois on est vite confronté à cette structure et puis on ne peut pas aller contre, on doit jouer avec. Donc à la fois, ce n'est pas nécessairement si évident, ce n'est pas tellement une architecture à la base qui était pensée pour laisser, on pourrait dire, une flexibilité. Elle était plutôt pensée pour un projet complet, mais pas tellement pour avoir une flexibilité d'intervenir à l'intérieur. Enfin, on a l'impression que ça l'est, mais c'est un peu plus compliqué quand on commence à travailler. On voit le plan, une trame très régulière, un espace souterrain. On voit la coupe, c'est-à-dire, vous voyez la cour intérieure d'arrivée, en fait, et puis après, là on se trouve au rez-de-chaussée, et puis ici, en fait, le sous-sol. Donc c'est vraiment un espace black box. Ici, on voit les images du concours, à la fois, je pense, dans le concours, c'était très fort, disons, et pour nous, c'était aussi une grande chance d'avoir pu suivre et de pouvoir comprendre, de pouvoir vivre en fait aussi la présentation des projets, parce qu'on comprend aussi comment l'auteur il présente son projet. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'à la fois, quand on va faire ce travail, parce que autant qu'on se retrouvait avec Roger Mailloux une fois par semaine, avec les scénographes, on s'est vu 4-5 fois, disons, pendant tout le projet. Alors bon, nous, on avait déjà eu la chance de travailler avec Shigeru Ban sur un projet au Japon, et puis sur d'autres projets, on a quand même eu une certaine expérience de travail avec d'autres architectes, et puis d'être des fois celui qui fait qui essaye de l'aider en fait à réaliser sur place le projet. Donc c'est vraiment important de pouvoir sentir la philosophie, sentir la personnalité, parce qu'à un moment donné, on va devoir défendre son projet. On doit jouer la partition d'une certaine manière pour lui. Donc, on voit en fait les interventions de projet où tout l'espace, en fait, ça c'était l'espace de l'exposition complète, des 3 thèmes vus par Gringo Guardia, et puis chaque fois un espace qui était l'exposition temporaire, qui pendant le concours, en fait, a été décidé de changer et de plus avoir cet espace dans le bâtiment, de pouvoir profiter à un moment donné de la nouvelle construction, de pouvoir faire une exposition temporaire en dehors de ce bâtiment et d'une certaine manière de gagner de l'espace pour l'exposition, ce qui était quelque chose qui était vraiment une opportunité grande et puis qui, je pense, est extrêmement intéressant maintenant pour le musée, à la fois pour les 3 expositions thématiques, mais aussi pour le musée d'avoir un espace d'exposition temporaire relativement performant et important. Une image de l'espace du fichier de Kéré à l'époque du concours, et puis on voit de nouveau un plan général. Alors ce qui est intéressant, vous le verrez, c'est qu'il y a certains éléments comme l'élément de la tour, en piser. Tout d'un coup, c'est des éléments qui, au moment donné de la sélection, parce qu'il y avait je ne sais plus combien il y avait de participants, il y a quand même pas mal de projets, 9 projets, mais sur les 3, ça a été vraiment une unanimité sur le choix des trois scénographes. Et puis un peu là, par chance, ils avaient les espaces où ils étaient les plus forts chacun, c'était 3 espaces différents. Mais en plus de ça, il y avait des éléments architecturaux qui nous ont aidés après, par exemple, à faire le master plan. C'est-à-dire que tout d'un coup, la tour en pisé, elle a vite pris sa place dans un espace, un trou qu'il y avait déjà dans une dalle du bâtiment. Et puis, de cette manière, on joue avec ce qui est là. Et ça a permis, disons, de mettre, on pourrait dire, en place le master plan d'une manière assez efficace, disons. En tout cas, on est arrivé relativement vite à trouver une solution. Une image du concours de Shigeru Ban, et puis on voit le plan général, de nouveau avec un espace laissé pour l'exposition temporaire. On voit que l'espace de limiter les risques naturels, disons, le type d'architecture avec les tubes en carton, c'était pour cet espace-là. Ici, juste une vue du plan du rez-de-chaussée, parce qu'on a dû aménager aussi le plan du rez-de-chaussée et repenser la circulation. Donc on voit ici le trou existant de l'escalier qui était avant l'escalier d'entrée de l'exposition, puis maintenant qui est devenu l'escalier de sortie de l'exposition. Et puis on va voir comment on a redéfini en fait le master plan. C'est-à-dire qu'après le concours, les 3 scénographes
on a travaillé en fait avec le musée sur une nouvelle proposition de master plan, surtout avec le fait qu'on allait avoir un accès à l'exposition temporaire qui allait se trouver dans un autre bâtiment, et qu'il fallait créer un parcours complet, c'est-à-dire un parcours complet à la fois pour rentrer dans la chambre des témoins, pour terminer par le focus d'actualité et de pouvoir profiter effectivement de structures. Il y avait déjà une dalle qui était perforée en partie supérieure dans le rez-de-chaussée. Elle permettait à l'étage supérieur de faire le tour pour pouvoir profiter de gérer la chambre des témoins, le focus d'actualité. Donc les choses se sont mis en place, et on a attribué chrétiennement 3 espaces d'environ 380 mètres carrés, 390 mètres carrés aux 3 scénographes. Et sur cette base-là, ils ont vraiment fait leur avant-projet. On voit le plan de Gringo, l'espace de Kéré avec la tour qui monte sur les 2 niveaux, qui s'est placée dans le trou, et puis la structure, en fait, l'espace de Shiguruban. C'est que ça s'est fait naturellement, ça s'est fait sans vraiment, on n'a pas vraiment eu de problème, disons, pour mettre en place les trois scénographes. Donc ça s'est bien passé. Et on pourrait dire, pour nous, le travail, disons, qu'est-ce qu'on devait encore faire, disons, pour développer ces espaces communs, disons, un peu comme je disais, est-ce qu'on joue le premier violon, bien, on est plutôt là pour accompagner quelque chose qui était là. Donc pour nous, on a commencé notre travail, à part le travail du master plan très schématique que vous voyez, notre travail, il est venu assez tard, c'est-à-dire il est venu bien plus tard, une fois que les projets, même les projets presque définitifs des 3 scénographes a été fait, c'est là où on a commencé à voir, mais qu'est-ce qu'il fallait encore faire, c'est-à-dire parce qu'on voyait que, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les images, quand on arrive sur l'espace au niveau du rez-de-chaussée, il y a déjà les matériaux des architectures qui sont là, il y a déjà l'expression des architectures, disons, et c'est important parce que c'est la porte d'entrée des expositions, c'est-à-dire à la fois ces portes d'entrée, elles expriment déjà un peu ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais c'est aussi l'expression de la culture, c'est-à-dire chez Gringo plutôt quelque chose de très graphique, disons, et disons c'est vraiment le scénographe. Chez Kéré, c'est la matière avec la terre, disons, avec le béton de chanvre. Chez Shiguruban, c'est le carton qu'il utilise pour toutes les constructions qu'il a fait en fait sur le terrain, pour des constructions suite à des séismes, disons, pour pouvoir loger de la population. Donc d'un coup, on disait mais on va pas emballer tout ça, il n'y a pas de raison. Donc à la fin, entre la connaissance des projets et puis l'architecture de Zoli, le béton, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire encore, disons, on va pas encore, il faut pas rajouter trop de notes, disons, dans cette composition. On s'est dit, on va plutôt réagir aux matières, réagir à cette structure du bâtiment, tout en béton, et de se dire, peut-être il faut qu'on trouve une seule matière. Il faut qu'on reste sur une matière qui va servir de fil conducteur. On s'est dit peut-être le bois peut être intéressant parce que c'est une matière tactile, c'est une matière sensuelle, c'est une matière qui peut bien jouer avec la pierre, c'est une matière qui est vivante, elle exprime quelque chose qui naît aussi, disons, qui a ses racines, et puis quelque chose on a vraiment cette impression de quelque chose de vivant, et puis on va travailler sur la fluidité, c'est-à-dire tout est organisé sur la trame avec le béton, donc c'est peut-être intéressant que tout le parcours, il accompagne les visiteurs d'une manière fluide. On voit le plan général, et puis peut-être, disons, dans l'organisation, comme je disais, il y a 2 éléments qui ont amené un peu le plan à s'organiser, avec cette descente d'escalier qui se trouve ici. C'est le fait qu'on avait un espace de la chambre des témoins, ce thème était déjà défini, mais on devait définir un espace, disons, une forme spatiale, où on a pris une idée presque d'une arène qu'on a traitée, et puis l'espace de focus d'actualité qui devait se trouver à la fin de l'exposition, avec la chronologie, en fait, disons, qui est un outil qui permet de voir tout ce qui s'est passé, en fait, depuis la création de la Croix-Rouge. Donc on est très vite parti sur l'idée d'avoir quelque chose comme un ruban de bois qui vienne accompagner le parcours,
et puis accompagné depuis l'entrée de l'exposition. Bon, là, c'est l'ancienne maquette, donc la réception a encore un petit peu évolué, mais c'était les premières maquettes. Il y a vraiment cette idée que le visiteur rentre, après c'est par ces parois, après on le verra peut-être en image, la tour en pisé en pisé en béton de chanvre de Kéré qui devient un signal. Donc on n'a pas besoin de faire beaucoup, on comprend tout de suite que c'est l'entrée d'exposition, de pouvoir gérer un espace pour l'espace pédagogique, marquer une entrée d'introduction pour l'exposition, et puis après rentrer dans le focus d'actualité. Focus d'actualité dans le chambre des témoins, c'est-à-dire le premier espace. Puis après, c'est la paroi qui nous accompagne dans l'escalier, puis qui nous reprend en fait quand on remonte dans l'exposition. Donc, on le voit même déjà rien qu'avec la maquette, avec le carton, on avait déjà presque une impression de matière, disons. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire, mais on avait déjà un peu une idée d'une structure. Et on trouvait intéressant de trouver une matière qui puisse, c'était les premiers essais, qui puisse aussi réagir, parce qu'à la fois on devait des fois cloisonner, à la fois on devait des fois jouer sur la transparence. Donc comment faire ça? Comment faire avec une même matière, avec une même paroi, arriver à faire une structure qui peut des fois devenir opaque ou des fois devenir transparente. Puis c'est un peu par ce principe-là c'est le parti pris en fait, c'est de dire on prend comme une planche, on la coupe, et puis on peut l'entrouvrir, on la croise, et puis en la croisant, en l'entrelaçant, on peut créer des surfaces qui sont opaques. Plus on la fait glisser, plus elle devient transparente. Ça devient un autre outil. C'est-à-dire on a défini en fait cette base pour concevoir notre outil pour réaliser le projet. Donc on le voit ici au rez-de-chaussée, l'entrée, la réception avec son ruban en bois, et puis ça, c'est le premier élément. Mais après, tout de suite, c'est la tour de Kéré qui apparaît en partie supérieure. Puis ça amène en fait le visiteur automatiquement dans sa promenade, qui l'amène à l'entrée de l'exposition permanente, juste avant la chambre des témoins. Et après, le parcours commence au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, vous l'avez vu tout à l'heure, on descend, on est sur une esplanade, et puis là, en fait, c'est les architectures qui nous guident. C'est-à-dire, on peut prendre l'exposition, on peut rentrer dans un thème. Il n'y a pas, en fait, une chronologie dans les thèmes. On peut choisir celui qu'on veut. Et puis après, la paroi, en fait, nous raccompagne pour nous guider sur l'étage supérieur. Donc, quelques exemples du travail, de la matière, de ces parois, de la paroi qui revient depuis, qui nous accompagne à la fin de l'exposition, et comment en fait on a intervenu sur les différents étages, différentes échelles, avec la même structure. Et moi je pense, comme je le disais, c'est un travail en fait où on échange avec les scénographes, où on doit réaliser le projet, c'est-à-dire qu'à la fois on a suivi toute la planification, on a organisé, mais on a fait la direction des travaux, on a dû gérer le budget, on a dû gérer les délais, on a dû aussi trouver des solutions pour construire sur place. Donc on a aussi dû vraiment, c'est un échange avec eux aussi pour essayer de trouver comment essayer de pouvoir transcrire certaines idées. Donc on le voit à la fois avec Francis sur certains éléments, comme sur la chambre des témoins ou sur la projection, de trouver une structure qui permet de pouvoir à la fois projeter les témoins nets d'un côté, mais avoir presque comme un flou, comme une évocation, disons, de la présence, sans vraiment aller dans le détail. Et puis, on s'était rendu compte qu'au début, Francis voulait travailler avec le pisé, puis on s'est rendu compte que c'était difficile de le faire. À la fois, si c'est facile en Afrique, c'est un peu plus compliqué en Suisse, disons. Et pour la construction en elle-même, ça devenait très onéreux. Et on a pu trouver, disons, cette alternative de travailler avec le béton de chanvre, quelque chose qui l'a séduit. Et d'ailleurs, je crois même pour un autre projet, il a pris la même entreprise pour faire un travail. Donc ça permet aussi d'un coup de créer d'initier des collaborations, à travers des projets.
pour Shigeru Ban aussi pour la précision en fait, parce que c'est très précis. À la fois c'est simple, comme ça a l'air d'être très simple, c'est du carton, mais ça demande une très très grande précision. Donc aussi là aussi il y avait une exigence et une qualité, un finish, disons. Tout ça c'est c'est important et disons de savoir comprendre aussi quelle est l'intention et quel est le degré de finition qu'on veut atteindre. Et puis, comment on exprime les couleurs aussi pour Gringo, et on a pu trouver avec des revêtements synthétiques, disons, pour les sols, disons, de pouvoir trouver des aplats, en fait, pour pouvoir aussi chromatiquement rendre avoir le rendu graphique que Gringo voulait avoir dans ces espaces. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à la fois le travail qu'on fait après comme architecte, quand on joue ce rôle-là d'architecte local, disons, au service de l'autre, disons, pour réaliser son projet comme il l'a rêvé, mais c'est aussi l'occasion pour nous de découvrir, en fait, découvrir une manière de faire, et puis tout d'un coup découvrir à travers certains projets, certains détails, certains espaces, d'avoir pu aussi découvrir les ingrédients qui vont nous servir aussi pour nos propres projets. C'est un travail intéressant qui a été fait en collaboration avec le musée et l'ECAL Lab, EPFL ECAL Lab, sur un mur interactif qui est dans le projet de Gringo Guardia, qui a été aussi presque un développement en tant que tel, c'est-à-dire à la fois entre Gringo, entre le musée et entre l'équipe de l'EPFL. Donc, je m'arrête là, je ne vous ai pas montré mes petits films, mais je pense le mieux, ce serait peut-être qu'on puisse, si vous avez peut-être des questions, disons, plus générales sur le projet. Et pour nous, en tout cas, c'était une expérience assez incroyable. C'est assez unique d'avoir pu travailler à quatre architectes de cultures différentes, avec des personnalités différentes, et vraiment des facettes, et puis d'arriver à la réalité de ce projet dans le temps qui était prévu, dans le budget, puis dans le planning, non? Hein? Oui. Ouais. Merci.